Merci beaucoup pour ces mots d'introduction. Et effectivement, je vais essayer, dans le temps qui m'est imparti, de vous donner quelques pistes de réflexion, d'analyse sur la situation actuelle, qui est quand même une situation tout à fait nouvelle. Et quand je dis nouvelle, en fait, je fais référence à cette nouvelle séquence qui s'est ouverte après les attaques du 7 octobre. Je crois que pour comprendre ce qui se passe actuellement, il faut revenir aux terribles attaques menées par le Hamas en Israël le 7 octobre et la riposte israélienne. Alors, lorsque je dis ça, je ne veux absolument pas mettre de côté toutes les conditions qui ont conduit au 7 octobre, hein. Évidemment, le 7 octobre n'est pas tombé comme ça du ciel. C'est le résultat de toute une histoire. Là, on n'a pas le temps ce soir de refaire cette histoire, mais je voudrais juste commencer par une phrase qui, à mon avis, est claire et très pertinente. C'est une phrase qui est tirée d'un article qui avait été rédigé par Jacques Sullivan, qui était au secrétariat national aux États-Unis, donc un conseiller proche du président américain sur les questions de sécurité nationale, et qui a écrit un article du numéro de septembre 2023, donc avant le 7 octobre. Et il y a cette phrase que je tire de cet article qui pour moi est vraiment, qui dit beaucoup de choses. Il écrit la chose suivante. Bien que la région, donc le Moyen-Orient, soit confrontée à des défis permanents, elle n'a jamais été aussi calme depuis des années. Pourquoi je choisis de commencer mon propos à partir de cette phrase? Parce que ça montre une chose, c'est que pour les Américains, mais pas que, pour les Européens, pour les pays même arabes de la région, il y avait l'idée couramment répandue que la question palestinienne n'existait plus, qu'elle n'intéressait plus personne, que les accords d'Abraham avaient été signés. Les accords d'Abraham, je rappelle, ce sont ces accords de normalisation qui avaient été signés par 4 pays arabes avec Israël en 2020. Il s'agissait des Émirats arabes unis, de Bahreïn, du Soudan et du Maroc, et qui était le grand projet de Trump lors de son premier mandat. L'idée qu'il avait, lui, c'était de créer un Moyen-Orient au sein duquel tout le monde pouvait faire du business. Je ne rappelle pas le goût de Trump pour le business. Et donc l'idée, c'était de développer des relations économiques, mais avec à une condition, finalement, c'était de mettre complètement de côté la question palestinienne qui embêtait tout le monde, les pays arabes en premier, mais le reste du monde. Et donc, pour mener le grand dessein de Trump, les accords de normalisation, eh bien, il n'était plus question de s'intéresser, de s'occuper de la question palestinienne. Il avait d'ailleurs élaboré des plans, enfin son gendre plutôt, Jared Kushner, avait élaboré des plans à l'époque qui avaient été proposés, qui étaient déjà d'ailleurs de faire de Gaza un nouveau Dubaï. L'idée de Trump, c'était de considérer que si les Palestiniens avaient accès à des malls comme il en existe des gigantesques à Dubaï, eh bien les Palestiniens seraient très heureux et ça pouvait mettre de côté complètement la revendication politique des droits du peuple palestinien. Et le 7 octobre, évidemment, est venu casser toute cette dynamique qui était lancée par Trump. Et le 7 octobre, pour moi, est vraiment la conséquence de ce grand projet de Trump à travers les accords d'Abraham, ces attaques du 7 octobre, ces attentats qui ont été menés en Israël. Et la conséquence, parce que le Hamas et les Palestiniens, mais le Hamas en particulier, avaient très bien compris que l'idée était de complètement mettre de côté, mettre sous le tapis, si je puis dire, cette question palestinienne et ils ne voulaient pas entendre parler eh bien, de leur disparition. L'objectif du Hamas en menant ces terribles attaques terroristes du 7 octobre, ça a été le calcul qui a été fait, et là où ils se sont complètement trompés, c'était de provoquer un soulèvement dans l'ensemble du monde arabe en soutien aux Palestiniens pour les contraindre, Israël et les Américains, à reprendre une négociation politique qui avait complètement laissé tomber les Israéliens et les Américains. Là où évidemment le calcul qui a été fait par le Hamas non seulement a été dramatique en termes de conséquences humaines en Israël avec les plus de 1200 morts et la prise d'otages que l'on a connue et la riposte ensuite israélienne, c'est qu'il n'y a pas eu de soulèvement dans le monde arabe et que nous sommes presque 3 ans après dans une situation où on a un Moyen-Orient
qui est complètement en voie de reconfiguration avec des bouleversements considérables. Le premier, l'élément qui me semble le plus important, c'est que, évidemment, pour Israël, ça a été l'occasion de mener à bien le plan qui a toujours été le plan de Netanyahou, mais qu'il ne pouvait pas mettre en œuvre avant le 7 octobre. Ça a été dit par certains de ses ministres, pas lui directement, mais par ses ministres d'extrême droite, qui a considéré qu'il était temps de finir le travail de 48. Ce qui veut dire, vous voyez tout à fait ce à quoi je fais allusion, 48, c'est un Nakba, c'est la catastrophe pour les Palestiniens lorsqu'ils sont obligés de partir. Et beaucoup d'Israéliens de l'extrême droite considèrent que, eh bien, il faut à un moment ou à un autre terminer ce travail de 48 et faire partir tous les Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie. Et que le 7 octobre, évidemment, est le moment où ce projet de certains peut être mis en avant, peut être déclaré publiquement, ce qui était quand même problématique avant parce que ça voulait dire eh ben, un nettoyage ethnique et que ça, quand même, ça n'était pas envisageable. Donc, ce 7 octobre a des conséquences absolument considérables au-delà des drames côté israélien dont j'ai parlé attentats que je condamne de la façon la plus virulente qui soit, c'est évident. Mais ce sont les conséquences aujourd'hui sur lesquelles je voudrais m'attarder parce que c'est vraiment cette séquence tout à fait particulière de ce qu'il s'est passé et de l'occasion qui a été donnée par l'extrême droite en Israël, eh bien, de faire avancer ces idées et donc de mettre en place toute une stratégie qui consiste à faire partir les Palestiniens avec une seule quand même contrainte majeure, c'est que où peuvent-ils aller puisqu'ils n'ont pas de pays, d'endroit où aller et que personne, évidemment, ne veut accueillir les Palestiniens parce que les pays de la région ne veulent pas être accusés d'être responsables de la deuxième Nakba et donc en faisant le jeu d'Israël qui n'aimerait qu'une chose, c'est que ces Palestiniens partent. Ça, c'est pour la question palestinienne. Mais on s'aperçoit à travers ce qui s'est passé le 7 octobre et les conséquences que pour Israël, il ne s'agit pas de s'arrêter à la question palestinienne et que l'occasion est donnée eh bien, d'aller au-delà. Et on l'a vu assez vite, en raison du soutien apporté par le Hezbollah au Hamas avec le soutien de l'Iran. Là encore, l'occasion est donnée à Israël eh bien, de régler une bonne fois pour toutes la question du Hezbollah, puisque je rappelle que Israël a occupé à plusieurs reprises le Liban, mais qu'il a été obligé d'en partir. Il y a quand même un traumatisme dans l'armée israélienne qui a été obligée de quitter le Liban aussi parce qu'il y a eu une mobilisation et des combats qui ont été menés par le Hezbollah et que donc Israël a toujours eu dans l'idée eh bien, de combler finalement cette incapacité dans laquelle Israël a été à un moment de pouvoir lutter contre le Hezbollah. Donc l'idée d'Israël, c'était de toute façon, à cette occasion, eh bien évidemment, d'anéantir le Hezbollah, d'autant plus que le Hezbollah a mené de nombreuses opérations contre le nord d'Israël, obligeant de nombreux Israéliens à quitter leur maison dans le nord du pays, et que ça, pour le gouvernement israélien, c'est évidemment tout à fait inacceptable, inadmissible. Et donc, on a vu cette stratégie qui s'est mise en place vis-à-vis du Hezbollah, de mener des premiers bombardements très, très importants en septembre 2024, cessez-le-feu, mais qui n'a pas été respecté. Il y a eu toute l'affaire avec les fameux beepers dont vous vous souvenez sûrement, qui a décapité toute une partie de l'état-major de Hezbollah, en plus de Nasrallah qui était son secrétaire général. Donc, une stratégie claire d'Israël qui consistait eh bien, à mener des opérations importantes au sud-Liban dans un premier temps, et on va voir que ensuite, eh bien, certains bombardements sont allés jusqu'à la banlieue sud et jusqu'au cœur de Beyrouth, avec une stratégie très similaire entre Gaza et le sud-Liban, où l'idée c'est d'avoir une zone tampon, c'est pour reprendre les termes d'Israël, donc une zone finalement où à Gaza ou au Sud-Liban, eh bien, les populations locales ne peuvent plus revenir, avec utilisation en plus de produits très très nocifs qui empêchent que la vie reprenne puisqu'il n'y a plus de possibilité de cultiver les terres par exemple, et c'est ce qui s'est passé à Gaza et c'est ce qui se passe aujourd'hui au Liban. Donc
Ça, c'est la deuxième étape, si je puis dire, de la stratégie Israël, qui s'est poursuivie ensuite avec un certain nombre d'attaques contre l'Iran, avec l'idée qu'il fallait quand même le responsable derrière tout ça, ben, c'était quand même l'Iran, et donc il était temps de s'attaquer à l'Iran. Je rappelle que la question iranienne est une obsession pour Netanyahou depuis qu'il est arrivé aux affaires, donc depuis plus de 30 ans, dans toutes les déclarations de Netanyahou, c'est l'Iran qui est vraiment en ligne de mire qu'il faut absolument attaquer parce que le programme nucléaire iranien est absolument inacceptable par Israël. Et il y a aussi un compte évidemment à régler par Israël qui n'a jamais admis les accords de 2015, le fameux JCPOA, négocié par Obama, puisque les Israéliens n'avaient pas été concernés par cette négociation. Et c'est en ça qu'ils se sont tout à fait retrouvés avec les pays du Golfe, parce que les pays du Golfe aussi n'avaient pas été associés à la négociation sur le nucléaire, alors qu'ils estiment qu'ils sont en première ligne, parce que ce sont les premiers qui peuvent être intéressés par la situation de l'Iran. Et donc c'est vrai que il y a vraiment eu un intérêt partagé entre Israël et les pays du Golfe lors de la campagne de Trump de soutenir les propos de Trump qui visaient à revenir sur cet accord sur le nucléaire s'il était élu. Ça, je parle évidemment de son premier mandat. Et c'est ce qu'il n'a pas manqué de faire en 2018. Une des premières mesures que prend Trump, c'est de déchirer cet accord. Mais les choses, du coup, sont restées en état, mais surtout, l'Iran, n'étant plus tenu par cet accord, a décidé de reprendre l'enrichissement de l'uranium, comme vous le savez. Et donc, ça a été l'élément mis en avant par Israël pour justifier la nécessité d'aller bombarder les installations nucléaires iraniennes en expliquant que cela n'était pas tenable. Donc, il y a eu des opérations qui ont été menées déjà contre le consulat iranien à Damas. Après, il y a eu la guerre de l'année dernière de juin 2025, la guerre des 12 jours, à laquelle les Américains n'ont pas participé au début parce que Trump n'avait aucune envie d'aller dans une guerre au Moyen-Orient. Je rappelle qu'il a été quand même élu sur le fait de ne pas recommencer de guerre au Moyen-Orient. Sauf que quand il a vu que la guerre était quand même, il y avait des résultats, ben, il a décidé de prendre le train en marche et de rejoindre les Israéliens pour s'attirer les bénéfices des opérations qui étaient menées. Mais au bout de 12 jours, il a mis le holà, estimant que ça suffisait et il ne voulait pas se laisser entraîner plus en avant dans cette guerre. Évidemment, ça a entraîné une très forte frustration de la part de Netanyahou, qui estimait que les objectifs n'avaient pas été atteints, que tous les centres nucléaires n'avaient pas été détruits. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, je rappelle que quelque temps après, il y a un des responsables du renseignement militaire américain qui avait remis en question les propos de Trump, qui lui avait dit que tout avait été détruit, que tout était formidable et que tout allait bien, et que ce responsable militaire américain du renseignement américain avait apporté quelques nuances à ce propos, il avait été limogé dès le lendemain parce qu'il n'allait pas dans le sens de ce qu'avait développé Trump. Donc, en juin 2025, donc il y a exactement un an, on se retrouve dans cette situation avec un Iran qui a toujours, alors qu'il y a quelques installations détruites, abîmées, mais qui est toujours là, et avec un Israël qui considère qu'il faut absolument, de toute façon, recommencer une opération contre l'Iran parce que le danger pour Israël est considéré d'être toujours là. Et ça va nous conduire à cette deuxième guerre, la guerre qui a été déclenchée le 28 février, là, qui a été lancée conjointement, à la différence de celle de juin dernier, eh bien, par les Israéliens et les Américains avec des objectifs, et c'est là toute la question, et c'est la question vraiment essentielle. C'est que les objectifs de guerre n'ont jamais été clairement définis par les Américains. Autant ils l'ont été par les Israéliens. Les Israéliens, c'était clair, c'était la chute du régime et c'était la destruction de toutes les installations nucléaires iraniennes. Alors que pour les Américains, eh bien, les propos n'ont jamais été aussi clairs. Je rappelle simplement la déclaration de Trump en janvier dernier lorsqu'il y a eu la terrible répression contre la population iranienne. Trump a déclaré continuez à vous mobiliser, l'aide arrive, sans qu'on sache très bien ce qu'il voulait dire. Or, on s'aperçoit que dans cette guerre qui a été menée à partir du 28 février, eh bien, très vite, alors il y a eu l'assassinat tout de suite du guide suprême, donc ça a donné le sentiment aux Israéliens et aux Américains que ben, tout ça se déroulait très bien selon leurs prévisions, que le régime allait s'écrouler, sauf que le régime ne s'est pas écroulé et que Trump ne parle plus du tout
d'apporter un soutien à la population iranienne. Et même plus que ça, maintenant, il négocie directement avec qui? Eh bien, il négocie avec le régime, ce régime qui n'est plus le même que le régime qui était en place avant le 28 février. Pourquoi je dis que ça n'est plus le même régime? Parce que aujourd'hui, on voit bien que les religieux ne sont plus aux manettes comme ils sont aux manettes en Iran depuis la révolution islamique en 1979. On voit clairement qu'aujourd'hui, ceux qui ont pris le pouvoir, ce sont les gardiens de la révolution. Alors, il y a toujours eu une répartition des rôles entre les religieux et les gardiens de la révolution. Mais là, clairement, quand on voit la nomination du guide suprême après l'assassinat de Ali Khamenei, c'est donc son fils Mojtaba qui a été désigné. Or, on sait très bien que pour les religieux, ce n'était pas le candidat qui était le plus compétent pour accéder à ce poste, mais ça a été clairement le choix des gardiens de la Révolution. Donc aujourd'hui, on a un Trump qui négocie avec qui? Avec les gardiens de la Révolution, c'est-à-dire avec un régime, aujourd'hui le régime iranien, qui est un régime avant tout militaire et qui est dirigé par les plus durs au sein de ce groupe que représentent les gardiens de la Révolution. Et là aussi, je rappelle un élément important qu'il faut avoir en tête, c'est que les gardiens de la Révolution, ce corps qui a été mis en place pour sauvegarder la Révolution islamique et qui a fait ses premières armes, si je puis dire, lors de la guerre Irak-Iran en 1980-1988, est un corps qui a mis en place toute une autonomie économique, c'est-à-dire que les gardiens de la Révolution sont à la tête d'un empire économique qui leur a permis pendant toutes ces années eh bien, de pouvoir acheter du matériel militaire, de pouvoir disposer de tout ce dont il a besoin, souvent d'ailleurs évidemment au détriment de la population, parce que ça a été de l'argent qui a été complètement détourné. Toute la contrebande de pétrole, enfin une grande partie de la contrebande de pétrole, alimente les caisses des gardiens de la Révolution et pas du tout les caisses de l'État iranien. Donc c'est un empire économique, les graines de la Révolution, qui leur permet de jouer un rôle significatif. Et donc aujourd'hui, si on essaye de faire le bilan de cette opération militaire, de cette guerre qui a été menée par Israël et les Américains, eh bien on s'aperçoit d'une chose, c'est que le régime n'est pas tombé, le régime s'est transformé, si je puis dire, ou en tous les cas a évolué vers un système beaucoup plus militaire qu'il ne l'était auparavant, avec des interlocuteurs avec qui il est très difficile de négocier parce qu'ils se sentent assez sûrs d'eux. Tout de suite, moi, apporte un bémol par rapport à certains commentaires. C'est vrai qu'aujourd'hui, le régime iranien peut considérer qu'il a gagné parce qu'il est toujours là. C'est vrai qu'il est toujours là. Le régime ne s'est pas effondré, alors que ça a été un peu l'espoir au lendemain de l'attaque, puisque déjà une trentaine de responsables de la République islamique sont morts dans les bombardements. Mais ce à quoi s'attendaient les Israéliens et les Américains, c'est que ce régime s'effondre. Il ne s'est pas effondré. Parce qu'en fait, les Iraniens s'étaient préparés à cela depuis des années et des années. Ils savaient qu'il y avait des menaces de toute façon sur les responsables de la République islamique. Ils savaient qu'Israël voulait absolument de toute façon en découdre avec les Iraniens. Et donc, ils se sont préparés à cela, ce qui a permis à lors de la mort de tous les responsables, eh bien, de faire émerger d'autres responsables. Et dès qu'un responsable est tué, puisqu'il y en a eu d'autres après qui ont été tués, à chaque fois, il y a quand même cette organisation qui arrive à se remettre sur pied, à s'organiser. Donc, on arrive à une situation qui peut paraître assez contradictoire, c'est que cette guerre qui a été lancée pour faire tomber le régime, pour apporter un soutien à la population iranienne, eh bien, et faire disparaître les installations nucléaires, le risque, le danger nucléaire, tout ça, évidemment, n'a pas du tout été atteint. La population a été complètement abandonnée et pour être en contact avec certains Iraniens, dont certains au départ ont approuvé l'opération menée par Israël et les Américains, aujourd'hui, ils ne veulent plus entendre parler de cette stratégie qui a été mise en place par Israël et les Américains, parce que ça n'a absolument pas apporté les résultats que les Américains avaient promis d'apporter comme amélioration de la vie des Iraniens. Mais bien au-delà de cela, et ça c'est encore un autre élément extrêmement important, c'est que Trump a donné aux Iraniens un nouveau levier de négociation, une nouvelle arme, peut-être même beaucoup plus efficace que l'arme nucléaire, qui est l'arme du détroit d'Ormuz. C'est absolument aberrant ou très surprenant
de penser que Trump, lorsqu'il s'est lancé dans cette opération, n'a pas du tout pris en compte la question du détroit d'Ormuz. Alors, ça paraît évident que les militaires américains, ils connaissent cette question, ils savent ce que représente le détroit d'Ormuz. Clairement, Trump n'a pas du tout pris cet élément en considération en lançant cette opération. Et donc aujourd'hui, vous avez les Iraniens qui ont, enfin le régime iranien qui a tout à fait compris, qui disposait d'un levier absolument extraordinaire, parce que le blocage du Tran d'Ormuz non seulement embête ses voisins, les pays voisins, mais surtout a des répercussions sur l'ensemble de l'économie mondiale. Et que donc ça donne un poids à l'Iran bien au-delà de ce qu'est le pays aujourd'hui, de la force ou du poids que peut avoir l'Iran sur la scène internationale. Je rappelle un pays quand même qui est extrêmement affaibli par des dizaines d'années de sanctions économiques contre le régime. Et en dépit de cela, c'est un régime qui se maintient. Alors moi, je considère que c'est un régime quand même qui est extrêmement affaibli, même si aujourd'hui il dit qu'il est très fort, qu'il a gagné. Tout ça, pour moi, ça ne veut quand même pas dire grand-chose. Parce qu'on ne peut pas exclure que si cet accord se concrétise, et là je mets beaucoup de bémols parce qu'il y a quand même énormément de points d'interrogation, mais on ne peut pas exclure que si la négociation ne va pas dans le sens des Iraniens, à savoir la levée des sanctions et au moins l'injection très rapidement d'argent pour améliorer la situation économique de l'Iran, on peut tout à fait imaginer qu'il va y avoir d'autres mouvements de contestation, même si la répression est terrible, parce que les Iraniens n'en peuvent plus. Et ça, c'est quand même un élément à prendre en compte. Aujourd'hui, les Iraniens, on ne les entend pas, bien sûr, la répression étant telle qu'ils ne peuvent pas s'exprimer. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des ressources de la part de cette société, à un moment ou à un autre, à s'exprimer, et on ne peut pas exclure que ce régime va finir par tomber. Je rappelle les conditions dans lesquelles le Shah d'Iran est tombé en 79. En 78, il était reçu à bras ouverts par tout le monde et tout le monde considérait que c'était l'allié le plus sûr, le plus stable, le plus fort dans la région. Et quelques mois plus tard, il n'était plus là. Donc je ne dis pas que c'est le même scénario qui va se reproduire maintenant, mais il faut se méfier de tout ce discours des gardiens de la Révolution ou du régime actuel qui considère qu'il a gagné, qu'il a humilié Trump. C'est vrai qu'il a tenu tête, c'est absolument indéniable, mais je considère quand même que c'est un régime qui est sérieusement affaibli par ces bombardements et dans quelles conditions il va pouvoir essayer de relancer cette machine économique. Là, tout va dépendre évidemment de l'application ou non de cet accord. Pour l'instant, je crois qu'il faut rester très prudent, hein. On sait que Trump veut absolument conclure cet accord parce que lui, au bout de 3 jours, de toute façon, un dossier ne l'intéresse plus, il passe à un autre dossier. Et donc là, ça a beaucoup trop duré pour lui. Les conséquences de politique intérieure américaine sont telles qu'il ne peut plus tellement se permettre que cette situation dure. Mais en même temps, les Iraniens, eux, ils ont très bien compris cette impatience de Trump, alors que eux estiment qu'ils ont du temps. Je rappelle, ce sont des grands joueurs d'échecs, ils ont du temps et ils ont l'habitude des longues négociations, à la différence de Trump, qui lui considère qu'un deal, c'est un deal qui doit se conclure en 24 heures, dans le meilleur des cas, si ce n'est en quelques heures. Donc on est dans deux logiques extrêmement différentes et les Iraniens jouent finalement actuellement de cette capacité qu'ils ont à faire durer un petit peu le temps. Et Trump aussi est soumis à une forte pression de la part du Golfe, des pays du Golfe, parce que je rappelle là aussi qu'avant le déclenchement des opérations en février, les pays du Golfe avaient insisté auprès de Trump pour qu'il ne lance pas l'opération contre les Iraniens. Moi, j'étais en Arabie Saoudite en février, 15 jours avant le déclenchement des hostilités et de la guerre, et les Saoudiens nous disaient, mais on n'arrête pas de dire à Trump qu'il ne faut absolument pas aller dans ce conflit. En même temps, ils ajoutaient, on sait qu'il va y aller parce qu'il a déployé de tels moyens militaires qu'il va y aller. Mais pour nous, c'est le pire des scénarios. Et effectivement, le pire des scénarios s'est déroulé pour les pays du Golfe, puisque en réaction, ben, l'Iran a attaqué les bases américaines, mais aussi les infrastructures civiles dans les pays du Golfe, dans les Émirats en particulier. C'est pas pour rien, c'est comme les Émirats qui ont signé les fameux accords d'Abraham. Donc évidemment que c'était une cible privilégiée pour l'Iran pour bien montrer qu'ils étaient contre cela. Donc
on arrive à une situation aujourd'hui où vous avez des pays du Golfe qui sont quand même profondément déstabilisés parce que leur modèle économique a été complètement remis en question, que toute la sécurité qu'ils ont vendue en disant aux investisseurs, venez, les pays du Golfe, ce sont les pays les plus sûrs au monde où on peut faire un business formidable parce qu'il y a beaucoup d'argent. Oui, il y a beaucoup d'argent, mais ce sont des pays éminemment vulnérables qui n'ont pas les moyens d'assurer leur sécurité complètement seuls. Alors les Américains les ont quand même bien aidés, mais ils s'aperçoivent que même en ayant les parapluies américains ou autres les plus sophistiqués au monde, il peut y avoir des drones qui passent sous les radars ou des missiles qui touchent leurs installations pétrolières et que maintenant l'Iran ayant ce levier sur le détroit d'Ormuz, ils sont complètement coincés dans une situation, dans une impasse et que il va falloir pour eux aussi redémarrer et dans quelles conditions vont-ils pouvoir remettre en avant le modèle qu'ils ont patiemment construit pendant des années et des années pour être des interlocuteurs dans le monde du business incontournables. Donc là, il y a une vraie rupture, en tous les cas, il y a une méfiance, il y a une colère contre les Américains qui est très forte. Et là, j'étais au Sultanat d'Oman il y a un mois, et pareil, les Omanais en veulent énormément aux Américains, parce que je rappelle qu'à la veille du 28 février, lorsque l'attaque est lancée par Israël et les Américains, les Omanais sont à la manœuvre dans la médiation comme d'habitude, ils sont sur le point de conclure un accord. Il le présente aux Américains, les Américains ne disent rien et lancent l'opération militaire. Et ça avait été la même chose en juin 2025, où les Omanais étaient à la manœuvre, et pareil, il y a eu l'opération sans qu'ils soient concernés. Donc les Omanais sont fous furieux contre les Américains, mais les autres pays du Golfe, l'Arabie Saoudite en particulier également, considérant que de toute façon, quand ils avancent des arguments auprès de Trump, ce sont jamais eux qui ont le dernier mot, c'est toujours Israël qui a le dernier mot. Et aujourd'hui, dans la région, l'expression que vous entendez le plus, à l'exception des Émirats arabes unis, c'est que jusqu'à il y a peu de temps, pour les pays du Golfe, l'artisan du chaos, pour eux, c'était l'Iran. Aujourd'hui, ils vous disent clairement, l'artisan du chaos au Moyen-Orient, ça n'est plus l'Iran, mais c'est Israël. Et ça, c'est un bouleversement, un changement absolument considérable et qui va, me semble-t-il, laisser des traces dans l'après-guerre. Il y aura forcément une après-guerre dans la relation avec les Américains. Alors, je modère tout de suite mon propos. Il n'y aura pas de changement d'alliance majeur, puisque la sécurité des pays du Golfe dépend quand même majoritairement du parapluie américain. Mais il y a de plus en plus de diversification des alliances. Souvenez-vous, l'accord stratégique a été signé récemment par l'Arabie Saoudite et le Pakistan. Ça dit quelque chose de clair, le Pakistan étant une puissance nucléaire. Donc ça dit quelque chose du signal qui est envoyé aux Américains de la part des Saoudiens qui disent on en a marre de ces Américains qui nous écoutent jamais et qui de toute façon ne prennent jamais en compte nos intérêts stratégiques parce que les pays du Golfe savaient très bien que si la guerre était déclenchée, eh bien ils en paieraient le prix et effectivement c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, l'Arabie Saoudite a renoué le dialogue avec l'Iran, même si elle en veut évidemment énormément à l'Iran d'avoir lancé des missiles contre les pays du Golfe, mais parce que les Saoudiens sont tout à fait conscients que de toute façon, il ne peut pas y avoir d'issue et d'avenir dans cette région en dehors d'un accord entre l'Iran et eux. Alors je dis eux, les Saoudiens, mais d'une façon plus générale, eux et les pays du Golfe. Mais c'est là qu'on voit qu'il y a aussi une tension assez forte aujourd'hui entre l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis. Mais si vous voulez, on pourra y revenir dans la discussion. Donc, aujourd'hui, on est face à une région profondément meurtrie. Et là, je voudrais quand même dire deux mots sur les sociétés, que ce soit la société palestinienne, société libanaise, société euh, essentiellement Syrie aussi. J'en ai pas parlé, mais un mot quand même, parce que Israël, je rappelle, le jour de la chute du régime de Bachar el-Assad, en décembre 2024, dès le lendemain, Israël a détruit 80% des infrastructures militaires de la Syrie à titre préventif. Comme si l'objectif majeur du nouveau pouvoir en Syrie, c'était d'aller attaquer Israël. Il y a une forte pression des Américains pour que les Syriens normalisent la relation avec Israël. Il y avait des négociations qui avaient commencé à se faire, mais évidemment, avec la situation actuelle, il est plus possible pour le gouvernement syrien de continuer à discuter avec Israël, d'autant plus que aujourd'hui, vous avez des troupes israéliennes dans le sud de la Syrie et que Israël en a profité pour élargir sa présence dans la zone du Golan qu'il avait déjà annexée de façon unilatérale en 1980. Donc,
une Syrie qui est quand même tout à fait sous contrôle d'Israël et l'autre jour, Netanyahou est allé passer en revue les troupes au sud de la Syrie. Donc, on voit quand même là une présence. Donc, il y a une volonté d'Israël d'être absolument présent dans l'ensemble de la région, jusqu'en Iran, pas présent militairement, mais à travers les opérations militaires qui sont menées, et avec une exigence d'Israël d'obtenir la reddition de tous ses voisins. Il est clair qu'aujourd'hui, quand on voit les bombardements qui continuent au Liban, alors qu'il y a cette fameuse négociation entre les Iraniens et les Américains, c'est une façon pour Israël d'essayer de faire capoter cette négociation qui déplaît fortement à Netanyahou. Netanyahou ne veut pas de cet accord qui est en train d'être négocié entre les Américains et les Israéliens, parce que pour Netanyahou, le boulot n'est pas terminé en Iran. Et ce qui est effectivement, et on peut comprendre du point de vue des Israéliens, c'est que on sait que les 440 kilos d'uranium sont toujours là et on n'en parle plus, que la négociation sur le nucléaire va prendre du temps. Je rappelle les années qu'il a fallu pour conclure l'accord du JCPOA et qu'aujourd'hui, la question majeure pour Trump, c'est la réouverture des droits d'Ormuz parce que c'est ça qui a des conséquences économiques. Donc, on est très très loin de ce qui avait été prévu au départ. Hein, le stock d'uranium est toujours là, la question nucléaire est toujours là, que ça renforce la position des plus radicaux en Iran, qui est de considérer que s'ils avaient eu l'arme atomique, eh bien jamais Israël se serait permis d'attaquer l'Iran. Donc ça va renforcer l'idée dans un certain nombre de pays de la région qu'il vaudrait mieux avoir l'arme nucléaire que de rêver d'une zone exempte d'armes de destruction massive. Ça, c'est un élément. Si l'Arabie Saoudite conclut ce partenariat stratégique avec le Pakistan, c'est aussi pour cette question, évidemment, et que ça va conforter l'ensemble des pays de la région à aller vers des coopérations pour tenter de disposer de cette arme de dissuasion, estimant que s'il l'avait eu, et là en l'occurrence si l'Iran l'avait eu, eh bien Israël n'aurait pas osé aller jusque-là. Donc je dirais, parce que là que le temps tourne, une situation absolument incroyable où les objectifs qui avaient été affichés n'ont jamais été atteints et qu'on arrive à une toute autre solution, encore plus dangereuse finalement qu'auparavant, où toutes les possibilités d'accalmie sont complètement balayées sans qu'on sache encore comment tout ce paysage va se redessiner. Et peut-être finir sur un mot qui est de dire que finalement, la puissance ce sont les Américains, ce sont les États-Unis, la puissance est de plus en plus destructrice et elle est incapable de construire quoi que ce soit. On voit bien qu'aujourd'hui, les Américains sont incapables d'avoir un plan de sortie et de proposer un plan qui permettrait, après les destructions, de se dire qu'est-ce qu'on fait. Il n'y a aucune proposition d'aucune sorte. La seule proposition de Trump aujourd'hui, c'est de dire ce sont les pays du Golfe qui vont injecter des milliards de dollars en Iran pour faire redémarrer l'Iran. Et les pays du Golfe disent non, mais c'était quand même insensé. Cette guerre, on l'a pas voulu, on était contre, et c'est maintenant Trump qui va nous demander de payer pour cette guerre. Donc là, il y a quelque chose, évidemment, qui ne fonctionne pas très très bien. Alors on verra jusqu'où ira la marge de manœuvre des pays du Golfe, hein, qui sont quand même, je l'ai rappelé, très dépendants des Américains pour leur sécurité. Donc ils ont une marge de manœuvre qui s'est réduite. Ils se sont complètement mis entre les mains des Américains, même s'ils diversifient leur partenariat stratégique aujourd'hui. Mais donc on est dans une période où finalement le seul objectif, et on voit bien d'Israël des Américains, c'est quoi? C'est affaiblir l'adversaire. Ok, affaiblir, mais pour faire quoi? Provoquer le chaos. Et aujourd'hui, nous sommes face à une région du Moyen-Orient qui est en plein chaos sans aucune perspective autre que ce chaos qui a été provoqué par ces différentes opérations militaires, ces différentes guerres menées par Israël, Gaza. J'ai pas parlé de la Cisjordanie, mais ce qui se passe en Cisjordanie est absolument terrifiant. Le Liban, tout le sud du Liban qui est complètement détruit, rasé, comme l'a été Gaza. Une partie de l'Iran qui a été quand même bien touchée par les attaques. Donc un chaos mais sans qu'on voit se dessiner quoi que ce soit d'autre que ce chaos. Et avec, peut-être pour finir quand même, parce que nous sommes en France et les pays européens, des pays européens qui sont absolument incapables de faire quoi que ce soit, soit qui détournent le regard, soit qui font des belles déclarations, mais qui sont finalement complètement, qui ne servent strictement à rien et que je qualifierais finalement d'une espèce de diplomatie de l'indifférence ou de la pusillanimité, suivant le terme que l'on préfère utiliser. Et du coup,
un ressentiment de plus en plus fort des sociétés de la région. Alors non seulement vis-à-vis d'Israël et des Américains, mais ça c'est une évidence, mais vis-à-vis des Européens, considérant qu'on ne fait rien et qu'on ne va absolument pas à leur secours au moment où ces sociétés sont complètement fracassées par cette violence inouïe exercée aujourd'hui par l'alliance américano-israélienne.